y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied, attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, c'est un épisode un peu particulier parce qu'on va faire une critique, mais on va plutôt faire 3 critiques. C'est 3 films de Kiyoshi Kurosawa qui sont sortis cette année à un intervalle vraiment restreint. C'était sorti entre à peu près printemps-été. Donc on va parler de Shime, de Cloud et de La Voix du Serpent. Et pour cette émission, je suis avec Thomas. Comment ça va, Thomas ? Salut, écoute, ça va très bien et content de parler de ce réalisateur qui est pas très connu mais qui commence à se faire un peu plus connaître du grand public, on va dire. Oui, je suis assez content aussi. En plus, il me semble que c'est la première fois qu'on l'évoque dans cette émission, donc effectivement, ça va être assez sympa. Et ben, nous sommes aussi avec Arthur. Comment ça va, Arthur ? Bonsoir, oui, parce qu'il est tard. Bonjour à tous. Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Du coup, comme j'ai dit, on va évoquer les 3 films et on va commencer par Shime parce que c'est le premier qui est sorti en France. On va faire tout simplement, on va faire dans l'ordre de sortie en France. Il est sorti, il me semble, le 28 mai de cette année. Et donc Shime de Kiyoshi Kurosawa. Je passe une petite bande-annonce et on se retrouve juste après. この骨の付け根に包丁を入れて骨盤に沿って切れ目を入れればほら簡単に外れます。やるんですか？ね。Alors, Shime, de quoi ça parle ? Alors, je ne vais pas vraiment dire de quoi ça parle, hein. Je vais vous sortir ce qui fait office de synopsis sur Allociné. Tashiro entend un carillon que personne d'autre n'entend. Le Shime résonne. Il affirme qu'une machine s'est greffée à son cerveau. Matsuoka, son professeur de cuisine, tente de l'aider. Le Shime résonne plus fort. Tashiro se saisit d'un couteau. Et en gros, le film commence un petit peu comme ça, hein, c'est vrai. C'est un synopsis un peu particulier, mais on n'est pas très très loin de la vérité. On est plutôt sur une description, on va dire, de la première scène. Alors je vais commencer par en parler moi-même, hein, si ça vous dérange pas, parce que je trouve que Shime, c'est peut-être le film que j'ai préféré des 3. Il faut savoir que c'est un moyen métrage, hein, ça dure 45 ou 50 minutes, ce n'est pas un long métrage, mais c'est assez intéressant, c'est une expérience assez particulière. On sent que Kurosawa s'éloigne un petit peu des préceptes un peu narratifs ou même visuels, de choses comme ça qui peuvent être plus des obligations dans des longs métrages. Ici, il tente peut-être un peu plus, il tente des choses qu'il aurait peut-être plus de mal à tenter dans d'autres films. Et c'est vraiment un film que j'ai trouvé vraiment très bon. Parce que, déjà pour plusieurs raisons, je trouve que le film est assez joli. Alors, il est assez joli, en même temps, il a cette photo très aseptisée, qui est vraiment très blanche, très minimaliste, j'ai envie de dire. Les cadres sont en général très peu chargés, on est dans des décors qui sont toujours très froids. On est assez souvent dans cette cuisine, parce que alors du coup, le personnage principal du film est donc un professeur de cuisine, donc on est souvent dans cette cuisine qui est très propre, qui est très brillante, et rien que ça, en fait, déjà, ça apporte un côté un peu étrange, ça apporte un côté un peu angoissant, je trouve, cette cuisine, parce on sent que quelque chose ne tourne pas rond quand même dans ce décor-là. Il y a des mouvements de caméra de Kurosawa, des longs travelling, des longs panoramiques très lents qui te montrent déjà, même sans rien voir, qui te montrent que quelque chose va forcément clocher à un moment donné ou à un autre dans le plan. Et cette photo d'ailleurs, soit dit en passant, je l'évoque assez rapidement, elle change vraiment brutalement à la fin. Il y a un bruit numérique qui est très 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 très
très très prononcé dans les, de mémoire, 5-10 dernières minutes, et pareil, c'est quelque chose qui a un sens dans le film, dans un film dont le sens est peut-être un peu opaque la première fois qu'on le voit. Alors moi je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu l'année dernière quand il est sorti au Japon. Ensuite je l'ai revu cette année au cinéma. Ce qui est une expérience vraiment intéressante parce que pareil, il y a une spatialisation du son qui est hyper importante en fait, et je trouve que ça contribue énormément à l'ambiance générale du film et au fait que voilà, moi j'ai été pris dedans à fond, j'ai été pris dedans de A à Z, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais laisser l'un de mes deux collègues en parler. Je reviendrai sur 2-3 choses derrière que j'avais trouvé vraiment sympa, et puis voilà. Est-ce que l'un de vous deux veut donner son avis sur Chimé? Personnellement, Chimé, je l'ai pas vu en salle, j'avoue. J'ai eu la chance de le voir différemment, mais je suis resté assez de marbre. Je voyais beaucoup de gens en parler sur Twitter, par exemple, ou même des critiques en parlant d'un film à l'ambiance assez incroyable. C'est exceptionnel, en tout cas très oppressante et très stressante. Et peut-être que, en effet, le fait de le voir chez moi rend l'ensemble beaucoup moins stressant qu'il ne devrait l'être en salle. Mais globalement, j'ai trouvé ça surtout très très fade, et j'ai pas vraiment compris où il voulait en venir. Espèce de petit exercice de style de 50 minutes, sans grand intérêt à mes yeux, si ce n'est comme tu le dis, une forme d'utilisation du son qui est quand même assez intelligent, et des cadres très épurés et propres, mais à part le côté léché, j'ai pas trouvé de grand intérêt au film. Il n'y a pas un seul moment où je me suis senti angoissé ou oppressé. Même la scène de fin, par exemple, où il ressort de chez lui avec cette espèce d'image de la rue, etc., ou des images, je me souviens bien, un peu comme si ça d'une cassette de surveillance, etc. Il n'y a pas grand-chose qui m'a emballé ou emporté. Je trouve pas qu'il y ait une grande tension qui se crée, même de l'explosion de violence qu'il peut y avoir par moment. J'ai trouvé ça finalement tout très platonique, et donc un petit peu déçu, alors que Kiyoshi Kurosawa, c'est quand même un réalisateur de la tension. Cure, par exemple, était assez exceptionnel là-dessus. Enfin, même... j'ai oublié le nom d'un autre, mais c'est pas Kairos, c'est un autre, je retrouverai le titre à un moment. Enfin voilà, globalement, c'est comme un réalisateur qui a la capacité de créer une tension assez unique, et là, je dirais un exercice de style, en fait, de fin d'études d'un étudiant en cinéma. Pas plus que ça, en fait. J'ai pas retrouvé ce qu'il pouvait faire son cinéma habituellement. Écoute, je vais sauter sur ce que tu as dit parce que tu me voles les mots de la bouche dont j'aurais dû parler le premier. Moi, à la fin du film, j'ai eu cette impression un peu d'un objet, d'un très très bon étudiant de cinéma qui aurait proposé voilà, son petit moyen métrage de fin de thèse ou peu importe, qui aurait donc rendu un produit extrêmement appliqué, très théorique on va dire, sur un concept qu'il aurait eu. Tiens, qu'est-ce qui se passe si un carillon résonnait à la tête de quelqu'un, on va dire, pour ne pas en dire plus. Mais je trouve que le film n'a que ça à proposer, et comme toi, je me suis senti à la fin du film un petit peu bon, ok, mais quoi, tu vois. Je reconnais cependant au film des qualités. Je lui reconnais, bon, sa principale qualité, ça reste un moyen métrage, ce dont on ne pourra pas toujours dire pour les prochains films, parce que voilà, il y a un concept. Ça a le mérite d'être plutôt court du coup, et que ce concept ne s'épuise pas trop, même si je trouve qu'il s'épuise assez vite, parce que sa trame scénaristique, il a vraiment pas du tout travaillé, et j'anticipe un peu ce que je vais dire dans les prochains films, mais je pense que c'est vraiment un des défauts du réalisateur de peut-être partir avec un concept ou une idée et de pas en faire plus derrière, mais je suis pas convaincu que sa mise en scène puisse complètement tenir tout un projet. Là, il y a des choses que je ne comprends pas dans ce film. Je pense qu'il veut créer peut-être une sorte de réaction de la part du spectateur, mais quand le premier personnage vient à mourir dans le film, il y a plusieurs personnes qui assistent à sa mort, et en fait les gens restent muets pendant 3-4 secondes alors qu'on voit très bien ce qui est en train de se passer. Et puis en fait je me dis, mais ça crée un sentiment de faux et de trouble, un sentiment de faux qu'on verra dans d'autres films aussi, en me disant, mais si c'était la réalité, bah, les gens ne réagiraient pas du tout comme ça, et je trouve que ces petits détails, ça me sort continuellement du film, et ça m'empêche de vraiment ressentir la tension, ressentir cette espèce de malaise que je pense il veut provoquer, parce que tout le temps je me dis, bah non, c'est un exercice de style, ça se sent, ça se voit tout le temps. J'ai été assez sensible quand même à la mise en scène, propose
des choses très cadrées avec de grandes lignes très droites, c'est très froid, c'est très clinique, très aseptisé, on va dire. Donc voilà, ça aide un peu à se plonger dans cette histoire un petit peu qui n'a ni queue ni tête, on va dire. Mais ça fait pas tout un film pour autant. Et aussi, je voudrais parler du son, parce que c'est vrai que, alors moi, qui ne vis pas en France, j'entendais beaucoup les critiques françaises et aussi les gens sur Twitter, etc., dire oh là là, ce film, le son, vous allez voir, c'est incroyable. Les gens ne parlaient que du son. Alors c'est vrai que je suis d'accord, le son est vraiment utilisé. Encore une fois, pour mettre le spectateur assez mal à l'aise, hein, tout est fait pour que vraiment le spectateur soit assez gêné. Mais encore une fois, je trouve que sur un produit de 50 minutes, je peux pas dire que pendant 50 minutes, le son m'a fait m'intéresser au projet pendant 50 minutes. Donc, il en ressort quand même un film qui a certes des qualités, mais qui pour moi sonne quand même beaucoup plus comme vraiment un exercice de style type fin de mémoire d'étudiant qu'un vrai produit qui serait aussi pensé pour son spectateur. Voilà. Alors, ça m'arrange que tu parles de la séquence de la première mort. Bon, je préviens ceux qui nous connaissent pas, on est un podcast, on discute des films. En général, pour discuter des films, on spoil quand même assez énormément. Donc, si vous n'avez pas vu Chimée, que vous avez envie de le voir, de vous laisser la surprise, etc., ben, revenez quand vous aurez vu le film. En attendant, nous, on va parler de ce film-là et des 3 autres films, certainement en racontant un peu les tenants et les aboutissants scénaristiques. Donc, il faudra pas, voilà. Partez si vous êtes sensible au spoil. Donc, du coup, la première mort, je disais, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, ce que j'ai vu du film, entre autres, parce que, comme j'ai dit, c'est un film qui est assez opaque, assez cryptique, c'est en partie. Alors, ça fait un peu trivial de dire comme ça, mais une critique de la société, des individus qui sont machinisés, qui sont déshumanisés, qui est quand même quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans le cinéma japonais, hein, je pense. Par exemple, donc tu parles du suicide du premier étudiant là, qui se met un coup de couteau. Il est complètement frustré par sa situation, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, il commence à devenir fou. Donc il se tue lui-même, il se suicide. Et effectivement, personne ne réagit. C'est-à-dire que chacun retourne à ses petites occupations comme si de rien n'était. Et c'est vraiment, moi ça m'a donné la sensation que Kurosawa il traite du non-sens de toute cette vie, de la société tokyoïte, de toutes ces choses où en fait ces gens-là font presque plus du tout attention, en fait ils vivent tous côte à côte, c'est-à-dire qu'ils vivent presque même plus en société, en communauté, ils vivent côte à côte et ils en ont que faire de ce qui se passe en fait autour d'eux. Et là c'est montré à un point absurde parce que ça se passe dans une cuisine, effectivement personne ne réagirait comme ça devant un événement pareil. Ça me fait un peu penser, c'était un sujet qui était un peu cher à Tsukamoto par le passé dans ses premiers films, c'était vraiment un truc qu'il avait beaucoup, ça c'est ce côté un peu déshumanisé de la société tokyoïte. Voilà, ce qui est drôle c'est que c'est vraiment un parti pris esthétique qui est complètement inverse de Tsukamoto. Le premier film de Tsukamoto c'est un peu la fureur dans la mise en scène, c'est beaucoup de rythme, etc. Là c'est très lent, c'est très aseptisé, on est vraiment sur l'inverse total de Tsukamoto, mais dans le thème il y a vraiment quelque chose, je trouve, qui les rejoint. Il y a plusieurs éléments qui renforcent le malaise dans le film, je trouve, on en a déjà parlé, il y a un peu, tu l'as dit, tous ces côtés un peu froids, cliniques, toutes ces grandes lignes, comme dans la cuisine, ces choses comme ça. Il y a le malaise aussi dans les réactions des personnages. Moi, sa femme, elle a des réactions qui sont trop bizarres, le truc qu'elle fait là avec les canettes, là, qu'elle jette les canettes en permanence, elle fait ça 2-3 fois dans le film, ça dure plusieurs heures, ça dure plusieurs minutes, et c'est très... ouais, je sais pas, moi ça m'a mis un peu mal à l'aise dans le sens où tu sais pas trop pourquoi elle réagit comme ça, elle est complètement à l'ouest en fait, et pareil on parlait du son, ce bruit des canettes qui s'entrechoquent, ce bruit un peu métallique, c'est quelque chose qui est désagréable, enfin moi en tout cas j'ai vraiment reçu comme ça quoi. C'est un film qui est très lent, dont les événements arrivent de manière lente, mais en même temps c'est vraiment un film de brutalité, c'est un film qui montre la moindre porte, la moindre contrariété, le moindre acte en fait qui peut arriver dans le film peut faire basculer une scène quotidienne et routinière en un moment d'horreur. Et en ça, je trouve que c'est presque quelque chose qui pourrait aussi arriver dans la vie, c'est-à-dire que à un moment donné, tu vas être dans un restaurant, tu vas passer un bon moment, tu vas être en train de manger, tu vas être avec quelqu'un, etc. Et d'un coup, il va se passer quelque chose qui va complètement faire basculer ce moment de ta vie, en fait. Et là, je trouve que c'est vraiment montré au point quasiment le plus extrême en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là particulièrement, vu que c'est plusieurs séquences comme ça qui s'enchaînent les unes avec les autres, c'est qu'il y a un traitement du mal qui est presque comme un virus. C'est-à-dire que c'est un truc qui se propage lentement, c'est presque comme une épidémie, ça attaque les gens comme ça, un peu de manière aléatoire. Ils ont
quelques symptômes, et encore, je pense que pour eux c'est représenté par ce fameux carillon dont on parle, hein, le chimé du titre, qui veut dire carillon en français, et qui les fait un peu péter un plomb et qui se mettent à agir de manière brutale envers quelqu'un d'autre. Parfois, alors c'est essentiellement dans la volonté de tuer quelqu'un. Parfois ça réussit, parfois ça échoue, ça dépend. C'est pas toujours une réussite, mais il y a toujours ce côté la tentative de meurtre en fait. Et je trouve que pour moi, c'est aussi ça où le film il est un peu angoissant parce que il te rappelle quand même que effectivement une tentative de meurtre c'est un truc qui peut arriver. Enfin, je veux dire, ça arrive comme ça arrive de manière brutale. Moi, je me rappelle. Je vais digresser un petit peu, mais il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous avez vu aux États-Unis, il y a eu, je crois que c'est aux États-Unis, il y a eu l'histoire d'une femme, une Ukrainienne, je crois, ou en tout cas elle venait d'un des pays de l'Est, et en fait elle s'est fait tuer par un gars dans le métro, mais genre comme ça. C'est-à-dire que le mec s'est levé, lui a mis un coup de couteau, ou 2 ou 3, enfin je ne sais plus trop, bref, et c'est tout. Et quand tu vois cette image-là, parce que du coup la vidéo a un peu tourné sur internet, t'as l'impression que ça pourrait être une scène de chimée en fait. C'est-à-dire que le mec s'est levé et il a mis un coup de couteau à une femme complètement gratuitement, et en soi je trouve que ça a un côté vraiment, vraiment effrayant quoi. Et moi pour le coup c'est vraiment un film que j'ai vraiment beaucoup aimé presque dans tous ses aspects en fait, malgré son côté un peu cryptique. Je suis en train de relire mes notes. Alors oui, j'avais noté, il y a un truc qui est assez... alors c'est pas du tout une analyse, mais c'est chaque meurtre, j'ai l'impression qu'elle vient d'une contrariété du personnage principal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose qui le saoule ou je ne sais quoi, et d'un coup il va se passer quelque chose dans le cadre, quelque chose ailleurs. Je pense notamment à la scène dans le restaurant où en fait, dans le restaurant, je crois qu'on lui dit qu'il ne pourra pas être, qu'il n'aura pas. Il y a une histoire de contrat ou je sais pas trop quoi, pour qu'il ait une chaîne de restaurants, qu'il y participe, etc. Et ça n'arrive pas. D'un coup, il y a quelqu'un qui se lève et qui veut tuer quelqu'un d'autre dans le restaurant derrière lui. Enfin, je sais pas, il y a des liens comme ça entre le personnage et son environnement. Alors pareil, je vais dire des trucs qui sont peut-être un petit peu comme ça sur le fil, je les pose comme ça, puis après je laisserai l'idée faire son chemin. Mais c'est, donc j'avais dit tout à l'heure, un film qui est composé de plusieurs plans, mais surtout chaque mouvement de caméra aboutit, il y a plein de choses où la plupart des plans en fait aboutissent à rien. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement, il va y avoir un panoramique et tout, mais au bout il n'y a rien. Et c'est souvent, quand il va se passer une action dans le film, c'est souvent uniquement parce que le cadre est déjà posé et quelque chose va surgir en fait dans ce cadre-là. Mais sinon, en tant que tel, le mouvement n'aboutit pas forcément à quelque chose. Et par exemple, le travelling sur le pont. Il y a un personnage qui court sur un pont, il y a un grand travelling et ce plan n'a pas de finalité. C'est un peu particulier de filmer ce truc-là comme ça. Et puis le film est de plus en plus abstrait, hein, plus ça avance, avec une fin, je l'ai dit tout à l'heure, avec ce bruit numérique qui est assez prononcé. C'est une fin qui est complètement abstraite. On ne sait pas trop qui fait quoi, est-ce qu'il a tué son fils ou pas, est-ce que sa femme est folle ou pas, qu'est-ce qui se passe, que c'est que ces plans. Mais voilà, je trouve que c'est ce qui contribue au fait que j'ai beaucoup aimé le film, c'est que effectivement il reste assez cryptique et je trouve que c'est un bon terreau d'analyse sur plusieurs points divers et variés. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à Cloud. C'est le deuxième film de Kurosawa, qui est sorti cette année. Il est sorti le 4 juin cette année, donc vraiment très peu de temps après Shimé. Shimé était sorti au Japon l'année dernière. Cloud, lui, est sorti le 27 septembre 2024, aussi donc l'année dernière au Japon, et donc c'est le deuxième film de Kurosawa que l'on va traiter dans cet épisode. Comme tout à l'heure, une petite bande-annonce et on se retrouve juste après. 工場を辞めた。本気なの？計画があるんだ。生活を変える。お金だってもっと使えるようになる。その時は私、仕事辞めていい？いいよ。Alors, Cloud, de quoi ça parle? Ça parle d'un personnage qui s'appelle Ryosuke, qui décide d'arrêter son travail à l'usine pour revendre des objets sur Internet. Tout marchait bien jusqu'à ce que certains clients commencent à être menaçants au point de vouloir sa mort. Lequel de vous deux veut parler en premier de Cloud? Thomas, peut-être. Bon, je peux commencer parce que c'est celui que j'ai préféré des trois. Même si je ne suis pas le plus grand fan, mais je pense que c'est celui que j'ai le plus apprécié. Alors peut-être que c'est parce que c'est celui qui se rapproche un peu plus d'un genre horrifique
me rattrape un petit peu parce que je suis très sensible à ce genre-là, même si c'est pas un film d'horreur classique, etc. Mais je pense que c'est celui qui se rapproche peut-être un peu plus de ce cadre-là. Donc en effet, on suit un personnage qui est en soi antipathique et qui, on va dire, a des règles de morale qu'on peut un petit peu remettre en question. C'est donc un revendeur. Et ici, ce que j'ai bien aimé, c'est la façon dont Internet était représenté comme un peu ce lieu de danger ou de monde un peu fantomatique. Et d'ailleurs, je trouve que le réalisateur a réussi à me faire m'intéresser à des scènes qui sont pourtant complètement inintéressantes sur le papier, comme le voir juste surfer sur Internet. En plus, c'est vraiment représenté pour le coup d'une façon très réaliste, où il est vraiment tout seul, dans l'obscurité parfois, dans son petit monde, vraiment comme coupé du monde, tant Internet le happe. Et c'est vraiment des scènes qui marchent assez bien. Et tout ce qu'il va faire sur ce côté d'Internet et de danger d'Internet, enfin, il le dit pas non plus d'une façon en mode regardez, le progrès c'est pas bien, c'est plus en mode genre Internet nous aspire. Il y a un côté, comme je disais, fantomatique, parce que tous les gens qui vont un peu lui tomber dessus, en même temps il a, sur le synopsis dit un petit peu comme si c'était une surprise, mais voilà, il a quand même fait des actions pour provoquer peut-être une certaine colère de certains internautes, et tous ces gens-là qui vont un petit peu lui en vouloir de façon de plus en plus violente, on va dire, apparaissent un peu comme des fantômes. On sait pas trop d'où ils sortent, on sait même pas trop toujours s'ils sont réels, etc. Et le réalisateur parvient assez bien à faire ressentir ce côté très paranoïaque du personnage principal. Mais c'est pas que de la paranoïa, il y a quand même une vraie vulnérabilité, on sent qu'il est vraiment en danger. Par exemple, je trouve qu'il joue beaucoup avec le hors-champ, où on a l'impression toujours qu'il se passe quelque chose derrière lui, ou pas très loin de lui, on se dit, oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va débouler pour le tuer à tout moment? Il y a beaucoup de jeux aussi sur les ombres, les lumières, etc. Et ça, j'ai plutôt bien aimé. Même la maison où il est parfois, là, je trouve que on a l'impression parfois qu'elle est gigantesque, tant, et je pense que le souhait de Kurosawa, c'est de montrer que ce personnage se sent parfois complètement tout seul et en danger. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Après, ce qui me gêne un peu dans le film, c'est que ça reste... J'aurais aimé plus de rythme, pour être honnête. Et je pense que j'aime plus en parler que j'ai apprécié de le regarder. C'est-à-dire que théoriquement, ce que fait Kurosawa me plaît assez bien. J'aime vraiment bien cette idée, mais j'aimerais que quelqu'un, en fait, soit peut-être là, qui est un producteur qui peut-être lui dise, bah voilà, là, t'as des idées, t'as des plans qui fonctionnent bien, mais le tout ensemble fait pas forcément un film, parce que parfois ça se délite un petit peu. Et je pense que son scénario, encore une fois, il a des bonnes idées, mais j'aurais aimé peut-être quelque chose qui évolue plus et qui soit plus écrit. Je trouve qu'encore une fois, c'est vraiment des concepts qui marchent ici pas trop mal, avec une mise en scène qui est plutôt bien adaptée, mais ça reste quand même un film qui est assez long pour le coup, et qui, voilà, comme je disais, se délite et ne fonctionne pas tout le temps. Malgré tout, voilà, pour moi, des trois, c'est celui que j'ai préféré et celui que je recommanderais si je devais en recommander. Avant de laisser la parole à Arthur, je veux juste confirmer, enfin pas confirmer, mais aller dans ton sens quand tu parles du côté internet et de la paranoïa. Moi j'ai aussi aimé le fait que ça soit tentaculaire, c'est-à-dire que c'est vraiment un espèce de gros bloc comme ça qui se forme autour du personnage. Enfin, on sent que en plus ça prend de plus en plus de place, c'est-à-dire que ça reste internet, c'est-à-dire c'est toujours quelque chose en quelque sorte d'immatériel, en fait c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais on sent que il y a un étau qui se resserre quand même autour de lui. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant en fait comme traitement. Et tu parlais en fait des événements, des actes qui font que le personnage en est là où il en est en fait pendant la plupart du film. Donc je vais quand même en parler un petit peu plus. Enfin, je vais histoire de détailler un peu plus. C'est-à-dire que le personnage rachète effectivement des lots de plusieurs choses qui ne se vendent pas une misère et il va réussir à les vendre beaucoup plus cher. Par exemple, l'exemple de la toute premier achat-vente, on va dire, c'est une machine de mémoire, il achète ça 90 000 yens et il le revend à peu près le double, ou un petit peu plus du double. Et ce qui est drôle, c'est que la seule différence, c'est que lui, il prend des belles petites photos, il fait une belle petite annonce, il fait soi-disant une promotion hyper agressive alors qu'il l'a déjà acheté la moitié du prix qu'il le revend, et il n'ouvre même pas en fait les trucs qu'il achète, c'est-à-dire qu'il vérifie même pas que ça fonctionne, il vérifie même pas que c'est dans un carton ou quoi, c'est-à-dire qu'il l'ouvre pas dans des balquins, il prend une photo, il le remballe, et tous les autres ils vérifient même pas et tout. Donc effectivement il a des pratiques quand même qui sont hyper douteuses et qui va provoquer de fait la colère des gens qui l'entourent, parce qu'il y a effectivement des clients, mais pas que. Peut-être que je l'évoquerai
quand je reparlerai du film après Arthur, mais voilà, effectivement, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de ce personnage et c'est une manière de voir le mal et la violence qui est différente que dans Chimée, par exemple. Et pareil, j'ai trouvé ça assez intéressant. Arthur, est-ce que tu veux nous dire ce que tu as pensé du film ? Oui. Alors, pour moi, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé des trois. C'est vraiment celui que j'ai trouvé le plus gonflant. Et pourtant, des trois, c'est, comme le disait Thomas, c'est théoriquement peut-être le plus intéressant parce qu'il parle d'un personnage qui va faire quelque chose que pas du tout illégal, mais qui est vraiment assez détesté de la population, c'est-à-dire de la société, c'est-à-dire acheter tous les stocks d'un produit pour le revendre plus cher une fois qu'il est hors stock. C'est plutôt vraiment ça le côté scalpers, c'est l'histoire de revenir un peu sur la définition que tu en avais fait. On est vraiment dans le côté, on le voit un moment avec un jeu, il veut acheter la totalité du stock pour le revendre ensuite plus cher. Donc on est vraiment dans quelque chose de bon gros fumier, et pourtant dès le début, le personnage, c'est pas qu'il est attachant, mais on n'est pas non plus désintéressé par ce qu'il est, on s'intéresse un peu à lui, on essaie de voir pourquoi il fait ça, etc. Et finalement, la meilleure partie, c'est peut-être la première demi-heure, quand on le voit acheter, vendre, même parfois parce que sa compagne lui parle, etc., rater une offre, rater une occasion d'acheter, puis s'en moquer un petit peu, en fait, il fait ça plus pour combler, on a plus une impression de combler les fins de mois avant que ça devienne vraiment quelque chose de gros. Et je trouve que le film tombe au bout d'une heure dans un simple film de gangster mal tenu, pas loin d'un téléfilm presque, où il se retrouve à être poursuivi, tabassé, puis il s'en ressort, puis il casse tout son matériel, puis ensuite il y a un mec qui vient pour l'aider avec un pistolet, et puis oh là là, ça a l'air d'être un mec super balèze des Yakuza ou je ne sais quoi. On a l'impression de tomber dans tous les délires d'adolescents que pourrait avoir encore une fois comme Chimée, et c'est triste de se dire que Kiyoshi Kurosawa, qui a quand même 30 ans de carrière, en tombe là sur deux films, sur une espèce de premier film de gangster mal foutu et mal branlé jusqu'à l'extrême, en fait, jusqu'à une demi-heure de fin à rallonge pas possible sur comment il va s'en sortir d'une situation totalement irréaliste. Alors je veux bien, il est habitué aux films fantastiques, donc le côté irréaliste n'est pas forcément un défaut, mais ça fonctionne pas avec quelque chose qui commence finalement sur un type de personnage finalement assez proche d'une réalité actuelle du fonctionnement d'Internet et des réseaux sociaux. Et ça finit juste par, en fait, je sais pas comment finir mon film. J'ai peut-être plus l'âge de comprendre ce genre de personnage. Je sais plus quel âge il a, Kiyoshi Kurosawa, mais peut-être qu'il a plus l'âge de comprendre ce genre de jeune personnage. Et il ne sait pas, à mes yeux, comment conclure son film. Et c'est assez problématique parce que la dernière demi-heure et même les dernières 45 minutes rament monstrueusement pour essayer de relancer un propos qui n'apparaît plus du tout à ce moment-là, qui est totalement mis sous le tapis, donc le côté scalper, etc. Et son personnage devient juste un espèce de faire-valoir qu'on transporte d'un truc à un autre, jusqu'à une scène finale où sa compagne le trahit à moitié, se fait tirer dessus. Enfin, c'est juste du gros n'importe quoi. J'ai même pas eu envie d'essayer d'aller plus loin pour comprendre ce que j'avais peut-être raté un petit peu, tellement j'ai trouvé ça réellement ridicule et abscon sur la fin. C'est pas... Voilà, ça m'a pas du tout convaincu, alors que ça, sur le papier, des trois, c'est peut-être celui qui a l'histoire de départ la plus intéressante. Je peux comprendre. Après, moi, je pense que j'ai aimé aussi parce que c'est pas un bête film de scalper et que il y a quelque chose presque de l'ordre du fantastique, effectivement, qui se mêle là-dedans. Comme a pu évoquer un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure Thomas, où il y a des séquences, il y a même Kurosawa s'amuse, hein, il y a deux screamers, je crois, un qui s'avère être une fausse piste et un qui n'en est pas une. Une histoire à un moment donné enfin, je sais pas, il y en a un sur une route, il y en a un chez lui dans sa maison, etc. Enfin, bon, bref, j'ai trouvé ça... ça m'a plu parce que ce n'était pas uniquement ce que le film vendait au début, c'est vraiment le côté un peu paranoïaque qui m'a un peu plu. Moi, ce que j'avais trouvé aussi intéressant dans le film, c'est que tous les personnages, ils vivent dans des environnements vraiment surchargés, tout le temps. Surtout le personnage principal, hein. Alors, c'est Ratel, son pseudo sur les sites de revente, là c'est Ratel, et donc Ratel il vit toujours dans un environnement surchargé, il a plein d'objets partout tout le temps autour de lui, sa copine aussi, enfin c'est ce qui est dit, celui qui propose de s'associer pour le site de vente, c'est pareil, il y a beaucoup voilà, tous les environnements sont très chargés dans le cadre, ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, on va pas faire des ponts pendant tout l'épisode, mais ce qui est complètement, qui est un contraste absolu avec Chimée, qui est à peu près le strict inverse.
cet environnement surchargé, c'est valable et quand il est dans son appartement au début, mais c'est aussi valable parce qu'à un moment donné, il achète une maison, qui d'ailleurs de mémoire est hors de prix, enfin, j'ai trouvé ça assez hallucinant, et donc il achète une maison, et pareil, cette maison-là, comme c'est censé devenir un peu le lieu de son nouveau business, parce qu'il déménage aussi parce qu'il se sent en danger, mais aussi pour son histoire de business, et même comme ça, la maison qui est donc beaucoup plus grande, très rapidement, elle finit surchargée, c'est-à-dire qu'il y a toujours plein d'objets, tout le temps, partout, et là, c'est des cartons qui s'empilent tout le temps autour de lui. Quand il est dans la maison, il est sur son PC, il est face à une baie vitrée, le rideau devant lui est complètement fermé, c'est-à-dire qu'il a aucun horizon, le seul horizon qu'il a c'est son écran, comme l'a dit tout à l'heure Thomas, il est vraiment dans sa bulle, dans son écran, c'est-à-dire qu'il soit dans une maison, dans un appartement, pour lui l'espace vital c'est quasiment le même, c'est être devant son écran d'ordinateur. Et même la maison en tant que telle, elle est en pleine forêt, je veux dire, elle est en pleine nature, elle est complètement isolée de la ville, mais malgré tout ça, elle est quand même un peu engoncée, un peu enfermée en fait dans... je veux dire, elle est au bord d'un lac, elle est entourée d'arbres en fait. C'est limite si la maison elle est étouffée elle-même, mais dans la nature cette fois. Et plus le film avance, et moins c'est le cas en fait. Tout simplement, plus le film avance et plus les environnements finissent par un petit peu se libérer. On finit presque un peu par souffler aussi parce que voilà, on est moins dans des décors surchargés jusqu'à cette fin qui se situe dans un entrepôt et qui pour le coup est vraiment c'est un environnement qui est très vide presque, je veux dire il n'y a pas grand chose dans cet entrepôt là, c'est l'entrepôt de la fusillade finale d'ailleurs une fusillade que moi j'ai trouvé assez intéressante parce que c'est pas le passage qui m'a le plus plu du film, mais il y a quelque chose dans la mise en scène que je trouve assez intéressante dans la mise en scène d'une fusillade, c'est-à-dire que c'est des personnages qui avancent doucement, c'est-à-dire que c'est des personnages qui se mettent à couvert, il y a tout un truc en fait avec les tirs qui abîment en fait les murets, avec on voit la pierre, il y a quelque chose de très minéral en fait dans le film, on sent que il y a quelque chose qui se passe, les murs en pierre tombent, le temps est pris pour montrer les temps de chargement qui sont longs des armes, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, j'ai plus l'impression de voir pour le coup la réalité d'une fusillade et pas un truc qui est toujours un petit peu nerveux et toujours sous tension. Et puis moi la fin, effectivement, elle finit de manière complètement absurde et c'est ça qui m'a plu, ce que je voulais un peu évoquer tout à l'heure, c'est que en fait on se rend compte à la fin du film que tous les personnages veulent lui niquer sa mère. Mais vraiment, il n'y a pas un personnage qui n'a pas un grief contre lui et qui essaye pas de le buter à la fin. Enfin s'il y en a un, c'est peut-être d'ailleurs le personnage le plus insaisissable et le plus menaçant de tout le film, quand bien même au départ c'est son pote. Et donc c'est un gars comme ça qui l'embauche pour l'aider. Et ce qui est drôle, c'est que c'est le seul personnage réellement à qui il va manquer de respect, mais réellement dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il va le virer comme ça du jour au lendemain, mais comme ça de manière purement réelle, purement frontale, et c'est le seul qui va l'aider. En fait, c'est le seul mec qui, à la fin du film, ne veut pas le buter, ne lui veut pas de mal. Tous les autres sont des personnages qui lui veulent du mal, et on sait pas trop pourquoi. Alors, entre ceux qui se sont fait arnaquer, bon, ok, ça peut se comprendre, mais il y a aussi son ancien patron. Alors, son patron qui a des grands discours sur la volonté de ne pas suivre une vie toute tracée, son patron qui lui dit que le problème des jeunes, c'est de vouloir avoir tout plus vite et être plus heureux que les autres, et machin, et truc. Il y a aussi son pote, là, je disais tout à l'heure, qui veut monter un truc de vente aux enchères avec lui, qui lui dit je pensais pas que tu voulais un bonheur si conventionnel, quand le mec lui dit qu'il a une copine. Enfin d'ailleurs ce mec là pareil, à la fin il veut aussi un peu avoir sa peau, on sait pas trop pourquoi, juste parce qu'il a refusé plus ou moins, enfin c'est plus par jalousie. Sa copine à la fin elle débarque, pareil elle veut le tuer, on voit qu'elle est complètement folle. Enfin il y a un truc qui pareil en fait c'est un peu comme dans Chimée, t'as l'impression que c'est une espèce d'épidémie du mal, là pour le coup c'est une espèce de volonté de vengeance, ils font une espèce de milice comme ça, enfin ils se mettent d'accord sur internet pour ce mec là juste pour le tuer en fait tout simplement, et ça a un côté je trouve pour le coup un peu angoissant, c'est-à-dire que comme si moi je me suis projeté et je me suis dit mais il m'arriverait quoi si d'un coup je me rendais compte que tous mes proches ils ont envie de me tuer quoi. Je sais pas, tout simplement je me dis c'est quand même l'angoisse totale, et heureusement qu'il y a ce type que pourtant il a viré un petit peu plus tôt dans le film pour venir l'aider, et qui lui pour le coup alors on découvre que le gars il est du bon côté de l'histoire, parce que si tu veux, il est avec notre personnage, mais le gars est inquiétant de fou, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le type, il est hyper habile avec une arme et tout, enfin, il a un sang-froid monstrueux dans cet entrepôt, il tue tout le monde de sang-froid, enfin, c'est un gars qui est absolument, c'est un danger public, quoi, en plus c'est une espèce de Terminator, c'est-à-dire qu'il s'arrête absolument jamais, enfin voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, et puis
Et puis je terminerai certainement sur deux petites choses. La première, c'est que la police est complètement inexistante dans le film, alors qu'il se passe quand même des dingueries absolument partout. Moi, je pense que voilà, c'est complètement volontaire. Hein. C'est montré que d'ailleurs c'est un petit peu pareil dans La Voix du Serpent, le film d'après. Je veux dire, il n'y a pas de police. Hein. Les personnages doivent agir d'eux-mêmes s'ils veulent résoudre une situation. J'ai pas mal débité, j'ai pas mal monologué. Est-ce que vous voulez rebondir sur quelque chose ou est-ce que on passe sur le troisième film? Oui. Parler rapidement juste que ce que tu en disais du film, ça fait aussi penser ça n'a aucun rapport en termes de réalisateur. Ça faisait penser au film Vincent doit mourir, mais je trouve que où tout d'un coup un groupe de personnes se ligue contre quelqu'un, qui pour le coup est influencé, mais si je mets les deux en rapport, je trouve que les deux manquent un peu ce que l'autre a, c'est-à-dire que par exemple Vincent doit mourir, je le trouve beaucoup plus organique, beaucoup plus incarné. Là où, au contraire, celui-là est beaucoup plus théorique et un petit peu... ça sent un peu trop le papier, on va dire. Voilà. Donc j'aurais bien aimé un peu un mélange des deux. Je pense que ça aurait été plutôt bien. Même si, voilà, encore une fois, c'est celui que j'ai préféré du lot. Oui, c'est vrai que c'est un bon lien que tu fais, j'y avais pas du tout pensé. Vincent doit mourir, il y a un peu ce côté effectivement diffusion du mal. Alors pour le coup c'est vraiment littéral dans le film, hein, et on sent qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe, mais c'était un film sympa, et puis c'est vrai que du coup le rapport est bien trouvé. Du coup on va passer au troisième film de notre sélection, et c'est La Voix du Serpent, qui est sorti en France le 3 septembre 2025. Petite bande-annonce, encore une fois, et on se retrouve juste après. Marie Bacheret, retrouvée morte près des Tilleuls en forêt de Sénart. On a comptabilisé 16 coups de couteau sur l'ensemble du corps. C'est ma fille que vous avez tuée. Mais t'es bien sûr de toi? Je suis sûr de moi. Vous pouvez ne pas me croire. Vous avez d'autres options? Je suis complètement perdu. C'est qui ça? J'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Tu penses qu'on va y arriver? Ça ne peut être qu'une question de temps. Le synopsis de La Voix du Serpent, qui est un film avec beaucoup d'acteurs français, notamment Damien Bonnard, Mathieu Amalric, etc. Donc faudra pas... c'est normal si vous avez entendu du français dans cette bande-annonce. Alors, Albert Bacheret est un père dévasté par la disparition inexplicable de sa fille de 8 ans. Alors que la police semble incapable de résoudre l'affaire, il décide de mener son enquête et reçoit l'aide inattendue de Sayoko, une énigmatique psychiatre japonaise. Est-ce que l'un de vous deux peut donner son avis sur ce film ? Alors des trois, c'est peut-être celui que j'ai préféré, même si j'en ai pas un souvenir assez incroyable. En fait, ça aurait pu être vraiment un film que j'aurais pu vraiment très bien aimer si malheureusement je n'avais pas vu l'original juste après. Par curiosité, je suis allé voir la tête de l'original et finalement, ça m'a fait un peu voir mon appréciation de ce remake vers le bas, parce que l'original est beaucoup plus, pour le coup, angoissant, beaucoup plus... oppressant et rejoint finalement le cinéma de Kurosawa des années 90, qui était du cinéma soit formellement pas particulièrement réussi. On peut pas considérer Kurosawa comme un grand directeur de la photo, on peut pas considérer ce directeur de la photo comme forcément des gens qui font des films très jolis. Ça ressemble souvent des fois à des petits téléfilms, etc. Mais je trouve qu'il arrivait par le montage à créer une ambiance qui était assez exceptionnelle. Enfin, Cure en est le bon exemple. Séance également, j'ai retrouvé le titre de celui que je cherchais tout à l'heure, qui sont vraiment des films très très angoissants et qui prennent vraiment aux tripes. Et le Serpent Space, donc le premier, Ebi no Michi, qui est sorti en 1988, on est vraiment là-dedans. Et là, dans ce remake, il y a deux soucis. C'est que déjà, il reprend quasiment, pas vraiment à l'identique, mais quasiment donc le film original, même trame, etc. Et puis surtout, il demande à des acteurs français de jouer, et j'ai vraiment l'impression que les réalisateurs japonais qui viennent faire des films en France avec des acteurs français sont incapables de diriger correctement des acteurs français, ou en tout cas, ils les dirigent comme ils dirigeraient un acteur japonais, et on est quand même dans deux cultures drastiquement opposées, très différentes, qui fait que les jeux tournent souvent au trait trop théâtral quand ils viennent jouer avec des acteurs français, et c'est vraiment le cas ici. À la limite de la justesse, parfois même assez ridicule dans leur manière de jouer. On avait déjà eu le cas avec le Coréda, avec Catherine Deneuve, qui était tout simplement insupportable, alors que c'est une actrice que j'aime bien, mais qui était vraiment invivable dans ce genre de film. Là, on est un peu dans le même souci. Les acteurs japonais, eux, qui sont peu nombreux finalement dans cette version, qui sont pas trop mal, mais les acteurs français, on a vraiment du mal à les suivre et à pouvoir apprécier finalement le fond du film, qui est, comme l'original, finalement assez intéressant et prenant dans cette manière de
dans ces longues scènes finalement presque de torture, etc. Et un peu balbutiant en fait. On sent qu'ils sont un peu pris sur le cours de cette prise d'otage mais ça détonne totalement par le jeu des acteurs, un montage, pour le coup, une photo beaucoup plus léchée que dans l'original, qui fait que c'est presque trop propre en fait sur soi, et ça m'a pas emballé du coup outre mesure, mais la faute étant au fait d'avoir vu l'original juste après, principalement, parce que ça reste des trois peut-être le plus réussi, je trouve. Thomas, est-ce que tu veux nous donner ton avis sur le film? Oui, et juste avant, je veux dire à Arthur que le prochain film d'Hamaguchi sera avec des acteurs français, notamment, enfin, du moins francophones, notamment avec Virginie Efira. Donc, j'espère pour toi et enfin, pour tout le monde que cette fois-ci, un réalisateur japonais talentueux parviendra à diriger des acteurs francophones. Alors, moi, je vais dire que c'est celui que j'ai le moins aimé des trois, La Voix du Serpent. D'assez loin, parce que les deux autres, voilà, j'ai quand même des choses qui m'ont intéressé. La Voix du Serpent, j'ai vraiment pas du tout aimé. Alors, la première chose, c'est en effet ce jeu catastrophique des acteurs des acteurs français, notamment dans cet univers de Kurosawa. Ça ne va pas du tout. Alors, j'anticipe qu'on puisse dire oui, mais ça provoque quelque chose, etc. Je suis pas sûr que ça soit volontaire, peut-être. Je sais pas. Je sais pas si Kurosawa parle français, par exemple, et si donc il peut avoir une petite idée du rendu de ses acteurs, si quelqu'un pouvait le conseiller pour lui dire, il clame ses répliques, il les récite. Ça, pour moi, c'était extrêmement faux. Mais une fois qu'on essaie de passer outre ça, je trouve que le film n'a pas vraiment beaucoup de qualité non plus. Je le trouve vraiment extrêmement répétitif, avec vraiment ces situations qui s'enchaînent et se répètent tout le temps. Et vraiment là, pour moi, il n'y a aucune écriture qui n'a été posée. On est vraiment dans les trois, celui qui cristallise vraiment le plus ce reproche que je lui ai fait à chaque fois, le fait d'avoir une idée. Et puis c'est tout, quoi. C'est un peu le Quentin Dupieux du cinéma japonais, j'ai l'impression. Sur cet aspect-là, en tout cas. Je pense que Kurosawa essaie de nous montrer un peu le vide un petit peu de ces personnages qui ont vécu un drame et donc pour qui la vie doit sembler vide, puisque on sent le vide dans ces grands gares, dans ces couloirs vides, même la nature, elle semble presque amorphe avec lui. Mais encore une fois, ça, je sais plus, dire 2 heures, je peux pas m'intéresser pendant 2 heures à cette histoire-là, quoi. Et en fait, pendant ce film, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui intéressait Kurosawa, d'autant plus que c'est un remake, donc je ne vois pas ce qui l'intéresse. Tant j'ai trouvé le film extrêmement dévitalisé de toute énergie, que ce soit de la part des comédiens, mais même de façon générale de toute énergie créatrice. Je me dis, c'est quand même, quand on a participé à des projets créatifs, on sait qu'on y passe beaucoup de temps, d'autant plus dans le cinéma où ça peut durer plusieurs mois de tournage. Après, on participe au montage, etc. Bien sûr, on a eu le moment avant le tournage, etc. La pré-production. Donc, c'est quand même un temps assez long. Et je me suis vraiment posé la question en regardant ce film, mais qu'est-ce qui intéresse Kurosawa pour consacrer peut-être 1 an de sa vie à ce projet qui me semble vraiment absolument amorphe, dénué de toute vie et de tout intérêt créatif. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai même quasiment rien de positif à en dire parce que pour moi le film ne dégage aucune émotion, ne dégage rien. Et je pense vraiment que si ça n'avait pas été un Kurosawa qui est quand même un réalisateur qui a sa cote un petit peu, on sait qu'il essaie de faire des choses, de rendre les choses un petit peu troubles, inquiétantes, etc. Je pense que si ça avait été un premier film, je pense qu'il aurait été encore plus attaqué qu'il ne l'est déjà, parce que on va dire que globalement les critiques pour celui-là étaient un petit peu mitigées. Voilà. Oui, les critiques sont un peu mitigées, effectivement, et je pense que ça peut se comprendre. Comme tu l'as dit déjà, il y a ce jeu des acteurs. Alors, moi, je vais pas faire partie de ceux dont tu as parlé, qui disent que c'est volontaire. Je sais pas si c'est volontaire. Par contre, je trouve que ça apporte quelque chose, parce que, effectivement, les acteurs français paraissent toujours un peu à côté de leur pompe. Mais, d'une part, le film est parfois un peu décalé. Alors je vais pas dire humoristique, mais parfois il a ce petit décalage qui est là. Le jeu des acteurs français en fait un peu partie. Damien Bonnard par exemple, lui il est un peu à côté de ses pompes, mais il joue un personnage qui est en deuil, qui a perdu sa fille. Bon, on pourrait comprendre que ce type-là, c'est un type pas bien malin, machin truc.
Mathieu Amalric, lui, il est censé être comptable d'une organisation criminelle. C'est-à-dire que déjà, le gars, normalement, il est censé être un petit peu plus la tête sur les épaules, etc. Même s'il se fait torturer pendant le film, bon bref. Et surtout, tous les acteurs français, c'est vrai que tous les acteurs français sont comme ça. Mais je ne sais pas si c'est volontaire, mais ça apporte un décalage avec la froideur totale de... Donc il y a un personnage japonais, d'une japonaise, qui s'appelle Sayoko, dans le film, qui est incarné par Ko Shibazaki, et qui... Soit dit en passant, je trouve qu'elle pète la classe pendant tout le film. Enfin, moi, j'adore la présence qu'elle a à l'écran. Elle a une présence inquiétante, une présence froide. Elle est toujours là. Il y a pas d'émotion en fait qui se dégage de son visage. Et je trouve que c'est un personnage qui est vraiment. C'est peut-être celui qui m'a le plus marqué des 3 films. Enfin, je le trouve vraiment assez incroyable. Et sa froideur, justement, son côté méthodique, calculateur, est complètement en décalage en fait avec les acteurs français qui, eux, sont un peu à côté de leur pompe, qui sont un peu presque sur un créneau de la drôlerie, qui sont... on sent que le film vacille quand eux sont à l'écran et que le film est solide quand c'est elle en fait qui est un peu plus à l'écran et qui mène un peu à la baguette les choses. Ce que j'ai moins aimé, je vais commencer par ce que j'ai moins aimé, c'est le côté répétitif en fait de ces tortures, des scènes de torture, parce que donc ils recherchent, on va dire, le commanditaire, ceux qui sont à l'origine de la disparition de la fille de Damien Bonnard, donc d'une espèce d'organisation. Et c'est pas forcément toujours... c'est un peu répétitif. Mais il y a aussi ce côté où on finit en plus par avoir de l'empathie, en fait, un peu pour ces personnages. Je dirais pas de l'empathie parce qu'on nous dit que ce sont des enflures, mais on commence quand même un peu à se dire... mince, enfin, est-ce que tout ça mérite tout ça? Et puis, bon, on se pose des questions aussi sur nos 2 protagonistes qui paraissent un peu douteux finalement quand même. Il faut un petit peu le dire. Donc, on finit un petit peu par avoir un peu d'empathie, se fait un peu de la peine de voir ces personnages-là se faire torturer à ce point, surtout sur des trucs, je veux dire, même sur tous les domaines, c'est-à-dire qu'on les lave à l'eau froide, tout habillés, on les laisse comme ça, on leur jette la nourriture par terre comme des chiens. Enfin, il y a un côté, vraiment qui met un peu mal à l'aise, je trouve. On est un petit peu, encore une fois, sur le thème du mal, c'est-à-dire que c'est comme si le mal, en fait, empoisonnait ce père de famille endeuillé, et puis se mettait à faire des événements, des actions de plus en plus abjectes, disons. Et en parlant d'événements abjects, moi, il y a un truc assez étrange, parce que c'est Sayoko, c'est quasiment le seul personnage japonais du film, et c'est elle, en fait, on se rend compte au fil du temps qu'elle pousse soit les gens à s'entretuer, il y a un duel à un moment donné, elle dit aux 2, celui qui survivra, enfin voilà, il faut qu'il y en ait un des 2 qui tue l'autre, en gros, soit pousse les gens à la mort. Je pense à son patient qui finit par se suicider dans le film. C'est elle qui pervertit le personnage de Damien Bonnard pendant tout le film, c'est-à-dire qu'elle le pousse à faire certaines actions, elle le pousse à être violent, à être un tortionnaire, elle le pousse aussi à être un tueur, il se met à tuer plusieurs personnages, alors qu'on voit bien que c'est quand même plus ou moins un pauvre type qui est perdu et qui est en deuil, et elle est vraiment froide sur d'elle, comme je dis, intelligente, calculatrice, et j'ai trouvé ça un peu étrange. Je me suis dit, c'est un peu comme si Kurosawa considérait que le Japon, le personnage japonais, en fait, est un peu ce mal originel qui pervertit du coup tous les autres personnages du film. Alors j'exagère un petit peu parce que l'organisation est quand même composée de mecs, c'est à peu près tous des enflures, mais vous captez où je veux en venir sur le film en tant que tel et pas forcément sur ce qui s'est passé dans le film. Je trouve qu'il y a, enfin voilà, après je vais pas y rester tant de temps que ça, parce que c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé des 3, même si j'ai beaucoup aimé l'ambiance malgré tout. Mais voilà, après, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je trouve que le film remonte beaucoup dans mon estime grâce à sa fin, qui pour le coup est un peu plus visuel, disons. Il y a ce moment en fait où le personnage de Damien Bonnard est de plus en plus perdu, parce que ça c'est pareil, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais en fait pendant tout le film on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est assez clair, et plus le film avance et moins on comprend un peu ce qui se passe avec cette organisation, avec ces trucs là, on finit par partir sur un truc un peu abstrait. Il y a le personnage de Vima Laponce qui débarque à un moment donné et qui est pareil, elle apporte une séquence qui est assez étrange, ça se finit mal, il y a plein de choses comme ça qui nous perd un petit peu. Mais il y a quand même cette fin qui est assez hallucinante où ce personnage de Bonnard qui est un peu à l'ouest, il se met à être un petit peu pris dans
j'allais dire dans les griffes, pas vraiment, de Sayoko. Il y a plein de plans qui sont sombres. Il y a un plan qui m'a beaucoup marqué, c'est celui avec les nombreuses télés. Tu sais, il est devant plein de télés, etc. C'est un plan qui est pareil, un petit peu. Je trouve qu'il est très joli, mais il est un peu angoissant aussi. Il y a la découverte du sort de sa fille, qui est pareil, un moment qui est vraiment assez triste. Et puis après toute la fin qui s'enchaîne parce qu'on découvre que Sayoko, du coup, c'est un peu, comment dire, c'est l'ange vengeur par excellence, c'est-à-dire qu'elle se met vraiment, son objectif c'était de tuer toutes les personnes de cette organisation-là parce qu'on a découvert que finalement il lui arrivait la même chose. Et un petit peu plot twist si on veut, elle se met à tuer aussi le personnage de Damien Bonnard parce qu'elle apprend pendant le film que il a fait partie de cette organisation et que c'est d'ailleurs peut-être parce qu'il a fait partie de cette organisation que sa fille est morte. Mais elle considère que tu fais partie de l'organisation, tu meurs aussi. C'est-à-dire qu'après s'être servie de lui pendant tout le film, elle se retourne contre lui et il y a cette fin qui est complètement folle parce que on aurait pu découvrir que tout ça c'était que Damien Bonnard en fait était responsable de la mort de sa fille. Moi j'étais parti un peu là-dessus, qu'il était responsable de la mort de sa fille mais qu'il était devenu fou, qu'il avait tout oublié, mais en fait non, pas du tout. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est un pauvre gars qui a été dans un endroit un moment X de sa vie, sa fille en est morte, elle décide de se venger et puis derrière il y a cette fin où on apprend en fait que si les enfants meurent dans cette organisation, c'est parce qu'il y a un des parents qui l'a vendu, si on veut. Le personnage de Villa Ponce, quand elle arrive, c'est ce qu'elle explique au celui de Damien Bonnard. Et à la fin, il y a cette séquence où Sayoko, elle fait une visio avec son mari, qui doit être certainement au Japon, enfin je sais pas, c'est pas précisé dans le film, il me semble pas. Et elle lui dit à la fin un truc du genre c'est toi, est-ce que c'est toi qui as vendu notre fille, est-ce que c'est toi qui l'as donnée? Et ça se termine là-dessus, et ça se termine sur le regard de Sayoko en gros plan, qui est dit à un moment donné dans le film qu'elle a un regard de serpent, des yeux de serpent, d'où certainement le titre du film. Et je trouve que c'est cette fin qui m'a vraiment, qui a remonté un peu le film dans mon estime, parce que je trouvais qu'il était un petit peu répétitif. Et puis voilà, encore une fois, j'ai tapé un gros monologue parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé dans le film. Et puis, mais je vais m'arrêter là. Et puis, je pense que si vous avez rien à ajouter, on peut passer aux suggestions. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? J'ai peut-être un truc à dire pour les gens qui seraient intéressés vraiment d'aller voir l'original et sa suite, parce qu'en fait c'est un diptyque au départ, c'est 2 films sur le même personnage et les 2 sont bien plus intéressants que cette dernière ressortie. D'accord, c'est noté. Moi, c'est vrai que j'ai pas vu du tout l'original. Il faudrait que je le fasse et puis je regarderai sa suite dans la foulée également. T'aurais pu en faire des suggestions. C'est pas très grave. Non, il y a autre chose à suggérer de mieux de lui. D'accord. Du coup, je pense qu'on va passer aux suggestions. On va aller assez vite. Et puis, vas-y Arthur, puisque tu avais la parole, suggère-nous un film. Je vais pas suggérer les films les plus connus de lui comme Kuro Kairo, je vais plutôt vous conseiller d'aller voir le film Séance, d'essayer de voir le film Séance de lui qui date de 2000 et qui est vraiment sûrement peut-être des 3 que j'ai cités, le film qui m'a le plus fait flipper et angoissé de Kurosawa. Je pense que c'est une excellente réussite à voir du coup, je vais pas y passer 10 ans, donc voilà, Séance de Kiyoshi Kurosawa ou Korei, je sais pas comment ça se dirait en japonais. Ok, très bien. Et Thomas, quel film tu voudrais nous conseiller? Bon, écoute, moi je n'avais vu qu'un seul film de Kurosawa, de Kiyoshi Kurosawa, donc je ne vais pas te conseiller de Kurosawa, je vais conseiller. Je suis désolé, c'est le moment de parler de l'autre Kurosawa, qui est beaucoup plus talentueux, de Akira bien sûr. Et je vais quand même me greffer dans l'actualité, puisqu'il y a eu le remake de Spike Lee qui est sorti. Donc moi je voudrais conseiller l'original, qui est le film Entre le ciel et l'enfer, de Akira Kurosawa, qui parle donc d'une histoire de rançon, de dilemme moral, etc. Je vous en dis pas plus, ça dure 2h30, mais honnêtement on le voit pas du tout passer, c'est vraiment excellent. Et voilà, c'est un réalisateur japonais culte et là qui aussi montre ce côté tension. D'accord, et puis moi de mon côté, je vais faire l'inverse de ce qu'a dit Arthur, c'est-à-dire que je vais peut-être conseiller le film le plus connu de Kiyoshi Kurosawa, c'est Cure, simplement parce que de tous les Kurosawa que j'ai vus, c'est je pense le meilleur. C'est un film qui est assez incroyable, c'est un thriller qui est vraiment pareil, glauque, froid, tentaculaire. Enfin, c'est un truc qui est absolument incroyable. Vraiment, foncez voir ça. C'est à mes yeux, c'est son meilleur film, bien meilleur. Même si j'ai aimé les 3 films dont on a parlé aujourd'hui, bien meilleur que les 3 films qui sont sortis. Et voilà, Cure de Kiyoshi Kurosawa. Pour moi, c'est un immanquable. Et puis, voilà, sur ces dernières suggestions, je pense qu'on peut se quitter.
comme d'habitude sur un petit extrait musical. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!